La dernière fois que nous nous sommes vus avec Nina de Spengler, c'était en février. C'était autour de l'œuvre de Tosc. Et puis à ce moment-là, on a discuté de Paul Rosen, puisque c'est Paul Rosen qui a remis un peu en place l'histoire de Victor Tosc et l'œuvre de Victor Tosc. Et surtout, il y a eu un grand débat autour du suicide de Victor Tosc, raison pour laquelle une des personnes qui s'est opposée le plus au travail de Paul Rosen, c'était Anna Freud. Elle n'a pas ouvert les archives Freud pour les recherches de Paul Rosen. Et puis, Paul Rosen, non seulement il a travaillé sur Tosc, mais il a fait des commentaires sur d'autres analystes, dont Erik Erikson, qu'il jugeait un des analystes les plus originaux à l'époque. Curieusement, Erik Erikson, c'est un disciple de Anna Freud. Il a été analysé par elle. Comment ? Il a été analysé par elle. Il a été analysé par elle et il a travaillé avec elle. Marc-Antoine, il va nous dire quelques mots sur Erik Erikson. À partir de là, j'étais déjà intéressé au livre d'Erik Erikson sur l'enfance et société. Et puis, je vous avais proposé à Lito et toi, entre autres, de peut-être parler de Luther, du jeune Luther de Erik Erikson. Et c'est presque unanimement, vous deux, rapidement, vous avez dit oui, faisons Luther d'Erikson. Donc c'est le travail que nous allons maintenant faire, ce sera autour du Luther d'Erikson. Alors Marc-Antoine va nous dire quelques mots sur Erik Erikson. Ça, il fait un petit peu la transition entre la dernière séance qui était sur Anna Freud et la prochaine qui sera sur August Eichhorn. Donc Erik Erikson, c'est un psychanalyste germano-américain. Il est né en 1902, décédé en 1994. Il avait une mère danoise, un père inconnu. Sa mère émigre du Danemark en Allemagne et elle épouse un monsieur Homburger, H-O-M-B-U-R-G-E-R. Et puis, ce que j'ai trouvé intéressant, peut-être de souligner, et puis, voilà, Nina, peut-être que tu nous donneras des précisions, j'ai trouvé étonnant de voir que déjà Erikson, son nom initial était Erik Homburger. Quand il a émigré aux États-Unis et puis il a obtenu la nationalité américaine, il a changé de nom de famille et il s'est nommé Erikson, ce qui signifie dans les langues scandinaves fils d'Eric, donc il est fils de lui-même. Donc voilà, c'est quand même étonnant. Et un point peut-être, moi je ne veux pas me mettre à délirer, mais on peut faire plein de délires, mais je trouvais étonnant en lisant Luther, avant Luther, le père de Martin Luther s'appelait Hans Luder, et puis Luther, d'après, j'ai fait juste avant une très rapide recherche, certainement inexacte, mais il aurait changé de patronyme à 34 ans. Alors voilà, je trouvais un petit peu étonnant, parce que finalement on peut se demander, voilà, est-ce que les choix d'Erik Erikson, voilà, on ne fait jamais des choix complètement par hasard, donc est-ce que son choix d'études, finalement, voilà, il s'intéresse à quelqu'un avec qui il y a une certaine identification, enfin voilà, je ne vais pas y en dire plus, mais c'était une question que je me posais. Je poursuis rapidement, quelques mots sur sa biographie. Donc il a étudié, il était artiste. Il a eu l'occasion, il était un ami d'enfance qui s'appelle Bloss, enseignait
à la Hitzing Schule. Donc c'est une école qui a été conçue par Anna Freud, son amie Dorothy Burlingham et Madame Rosenfeld. C'est une école donc, qui a été conçue initialement pour les enfants de Madame Burlingham, les 4 enfants. Puis ensuite, ça s'est étendu à des enfants d'analysants. Donc c'est vraiment une première expérience un peu de psychopédagogie, enfin psychanalytique, on peut dire, qui est basée sur un modèle un peu de... c'est influencé par un philosophe américain, Dewey, D-E-W-E-Y, qui est un philosophe américain. Et c'est vraiment une pédagogie assez horizontale, basée sur des projets. Donc, Blows, qui est un ami d'enfance d'Erik Erikson, enseigne là-bas et il a besoin d'être assisté d'un autre professeur et il demande à Eric Hamburger, il s'appelle à l'époque Hamburger, de venir. Et puis finalement, c'est comme ça qu'Erikson va mettre un pied dans la psychanalyse, va être enseignant, être analysé par Anna Freud, devenir analyste. Et puis c'est là aussi qu'il rencontrera avec Blows Eichhorn, qui a eu une influence importante sur eux. C'est assez passionnant de lire ça, surtout que voilà, cette école elle se situe dans les années 27-32. C'est ça. Et si on repense un petit peu à la période autrichienne, et c'est en Autriche, donc à Vienne, il y a eu tout un mouvement après la Première Guerre mondiale où voilà, l'Autriche, l'Empire austro-hongrois était complètement abattu, il y avait une misère sociale, puis il y avait l'idée de redresser un peu la situation, de se centrer sur les enfants, comment les renforcer psychologiquement et renforcer la nation. Et puis c'est toute la période qui s'appelle la Vienne rouge où on fait des expérimentations. Donc c'est situé là-dedans, où ils expérimentent, c'est un peu une expérimentation d'une nouvelle pédagogie assez horizontale qui est assez moderne. Je lisais le 24 heures du 10 novembre 22, on parlait d'Alain Moser, l'école Moser. Je me disais, c'est assez drôle, ça me fait penser un petit peu à cette interview. Donc je lisais l'interview, je trouvais qu'il y avait des ressemblances. Oui, et c'est un travail aussi qui est très peu connu, très, très dynamique, à l'époque très peu connu, parce qu'à l'époque il y avait toutes les collaborateurs de Freud, ça grouillait de nouveautés, mais tous autour de la question des adultes. Et tout le travail avec les enfants était un peu sous-estimé. C'était un travail secondaire, parfois justement laissé soit aux femmes, soit aux non-médecins. Oui. Avec quand même l'idée... Erik Erikson, qui n'était pas médecin, Mais c'est vrai. Mais en même temps, avec l'idée quand même le fantasme d'arriver à démontrer un peu les théories freudiennes, la validité des théories freudiennes par une observation directe. Sur la pédagogie. Sur la pédagogie. La pédagogie. Et c'est assez marrant, parce que c'est même un appel du pied que fait Freud dans ses écrits, quand il écrit je ne sais plus, des écrits du début du XXe, j'ai plus le nom comme ça en tête, mais il parle de l'utilité de s'intéresser à l'enfant pour démontrer ses théories. Et donc Erikson n'a pas fait l'université? Il a suivi l'école Montessori comme Anna Freud, elle l'a encouragé à suivre ça à Vienne. Maintenant, je ne sais pas. Il a une formation de pédagogue. Il n'est pas médecin. Il n'est pas médecin, mais est-ce qu'il a une formation de pédagogue? Il a fait l'école Montessori. En cours pendant ces années, ça a duré 5 ans cette expérience-là. Et c'est l'école qui le formait à enseigner et à être éducateur pour les enfants, c'est ça? Montessori, oui, tout à fait. C'est aussi une nouvelle pédagogie qui a été introduite par une femme médecin romaine. Je connais l'école, mais il l'a fait en tant qu'enseignant, pas. Comme élève, il a été comme élève pour se perfectionner. C'est ce que j'ai lu rapidement. Parce qu'une des choses que Rosen disait, c'était qu'il était toujours mal à l'aise dans l'esprit, dans l'espace académique, parce qu'il n'avait pas fait une faculté. Et ensuite, après... Ça l'a pas empêché d'être professeur aux États-Unis. À Harvard et autres, n'est-ce pas? Il était appelé dans les plus grandes universités. Pour ses recherches. Comment? Et d'avoir beaucoup d'argent pour ses recherches. C'est ça, je pense que, mais il faut ajouter un point, c'est que son travail était très original. Oui. À une époque où la psychanalyse était très marquée par les dogmatismes, lui, il a ouvert un nouveau champ qui est celui
du rapport entre l'individu et la société, mais plus encore, c'est presque de la psychanalyse et de l'histoire, où la psychanalyse elle devenait un instrument pour l'histoire. Et ça, c'est... L'histoire est... Ça ouvre des... Mais c'est quelque chose qui ne pourrait pas exister aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ceux qui n'est pas universitaires n'entrent nulle part. Comme c'était aussi l'époque où Mélanie Klein, ceux qui n'étaient pas universitaires, a pu percer. Donc c'était une époque très spéciale. Mais il ne parle même pas souvent de psychanalyse, il parle beaucoup de psychologie. Ce serait la... Mais une psychologie tout à fait analytique, tout à fait orientée vers la psychanalyse. Je peux prendre un peu d'eau? Oui, bien sûr. Tu veux avec sans gaz? Je termine, je dis juste un petit mot, et puis j'enchaîne un petit peu. Il est tombé un peu dans une époque bénie, parce qu'il a pu faire finalement se former sur le tas, et faire cette école Montessori, puis faire une analyse. Et puis quand il est arrivé aux États-Unis, donc avec le nazisme et toute cette immigration des juifs persécutés, il est parti dans les années 30 aux États-Unis. Et puis il a eu la chance de pouvoir suivre des patients adolescents, alors que les lois qui restreignaient l'accès à la clinique pour les non-médecins et non-américains, c'est venu un peu plus tard. Donc il s'est un peu glissé entre les gouttes. Et puis, aux États-Unis, donc, ce que je trouvais intéressant de souligner par rapport, donc, c'est un disciple d'Anna Freud, et puis il y a tout ce regard qui est porté justement sur, d'une certaine manière, sur l'environnement, sur le rôle des parents. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, il a étudié aussi des Indiens, et puis les réactions. Alors là, c'est très livresque ce que je vous dis, parce que j'ai rien lu, j'ai lu des résumés d'encyclopédies, mais il a étudié sur le déracinement des Indiens, et finalement, il s'intéresse à la question de l'influence du moi, de la culture, des interactions sociales, donc l'influence de la culture, si on veut, on est plus dans un mouvement culturaliste, qui joue un rôle important dans le malaise de ces Indiens, plutôt que la question pulsionnelle. Donc on voit déjà que quelque chose se dévie. Un autre point que je trouve intéressant, ce qu'il amène de nouveau, c'est qu'il ajoute 4 stades supplémentaires au développement, donc il y aura 8 stades. Il y a une notion de potentiel positif d'une crise pour lui. C'est quand même assez différent d'une vision un peu sombre, freudienne, avec la pulsion de mort. Et puis là, je fais la transition. C'est par exemple, au tout début de Luther, avant Luther, il parle justement de cette crise existentielle que vit Darwin, que vit Freud, et puis aussi que vit bien sûr Luther. Et Hitler. Il le compare à Hitler. Oui, il parle du jeune Hitler, pas seulement du jeune Luther. Et il parle justement de ce que ça a produit en termes de créativité, où il y a une période, Darwin rate ses études de médecine, il prend le bateau Beagle, il observe la nature, les oiseaux, et puis ça l'amène à découvrir, de mettre de côté sa névrose, d'après ce qu'il dit, et de découvrir l'évolutionnisme, la théorie de l'évolution. Freud, lui-même va faire son auto-analyse, et puis il va sortir de ce complexe paternel, on le découvre, en tout cas il va en faire quelque chose, et puis découvrir l'Édipe, et amener quelque chose de nouveau dans sa théorie. Et puis voilà, Luther, je m'arrête là, mais je trouve que c'est important de souligner ces deux aspects-là, cette influence culturaliste d'Anna Freud, et puis cet aspect... c'est ce potentiel positif d'une crise qui amène à une créativité. Oui, c'est même la spécificité d'Erikson, c'est de parler des changements, des stades du développement, mais des changements dans le développement. Et il met ça en parallèle avec les changements sociaux, ce qui est très intéressant. Ce qui est plus discutable, c'est qu'il va jusqu'à dire que les changements dans la vie d'un individu sont responsables des changements sociaux.
Ça, on pourra discuter après ce que Nina va nous dire. D'accord, merci. Alors, d'abord, merci Renato de nous avoir donné l'occasion de lire ce livre. Dans le cadre de ce séminaire sur les grands cas cliniques, ça a été vraiment une aventure. D'abord la lecture elle-même, dont on m'a parlé, et puis qui a une histoire pour moi que j'avais totalement oubliée et que j'ai retrouvée avec cette lecture. Alors c'est pas facile parce que je vais essayer de regrouper presque aléatoirement, avec juste peut-être un petit fil, tout ce matériel récolté à la fois dans cette lecture, c'est quand même un gros livre, quand on l'a lu en entier on s'en rend compte. Et puis j'ai lu j'ai fait des lectures connexes, je suis désolée, je suis enrouée, de toutes sortes de livres que j'avais chez moi sur Luther et autour de Luther, je vous raconterai. Alors première question, comme toi Marc-Antoine, pourquoi Erik Erikson, ce psychanalyste juif d'Europe centrale, émigré en 1938, je crois, s'est lancé dans une aussi longue recherche sur Luther, en lisant manifestement beaucoup des nombreuses œuvres de Luther, et des textes sur Luther, autour de Luther. Et alors il le justifie en disant qu'il a reçu des financements pour la cause des adolescents en souffrance, mais c'est quand même, ça paraît quand même original et assez étrange qu'il se lance dans cette lecture. Alors, il est né en Allemagne, comme il le dit dans son livre, dans la préface, après une jeunesse artiste et vagabonde, il est allé à Vienne et fait son analyse en 1927 avec Anna Freud, mais il est apparemment devenu membre de la Société Vienne de psychanalyse en 1923, c'est-à-dire avant l'analyse, et ça on retrouve aussi les méthodes qu'on a déjà relevées historiques. Anna Freud est devenue membre de la Société Vienne de psychanalyse alors qu'elle n'avait pas encore de patients, mais sur la base d'un texte qu'elle a écrit sur ses propres fantasmes de fustigation. Mais elle n'avait pas encore eu de patients. Elle a eu Erikson, alors elle a eu la chance d'avoir. Donc lui, il était artiste, n'est-ce pas? Il dit qu'il était artiste et vagabond. Et d'ailleurs, c'est comme ça que Anna Freud l'a connu, parce que il était engagé par Dorothy Burlingham pour faire le portrait de ses enfants. Voilà. Et c'est là qu'ils se sont connus, et puis je pense qu'à partir d'un certain moment, elle a proposé qu'il vienne travailler dans l'école. Et puis ensuite, il a commencé une analyse, une formation, etc. D'accord, voilà. Alors, Erik Erikson raconte une anecdote dans sa préface, page 8, qu'il était de passage, donc tout jeune, dans une famille allemande de ses amis. Le père était pasteur protestant. Et avant le repas, il a dit une prière dans l'allemand de Luther, ce qui a beaucoup touché Erik Erikson, il s'en est souvenu. Il a trouvé cette langue très poétique et terrienne, je crois, qu'il est ancrée dans le peuple. À ce moment-là, de sa préface, il dit qu'il pense à l'histoire de la révolution luthérienne et il parle aussi, il évoque le discours d'Abraham Lincoln qu'il a tenu en 1863 après la guerre de sécession et qui se termine par ces mots qu'on connaît bien, je ne savais pas que c'était de Lincoln. Il fait le vœu d'un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est ce que dit Erik Erikson. Donc son père était pasteur. Non, il est juif, Erikson. Il est juif, justement. En tout cas, du côté de mère. Mais du côté de père aussi. Mais c'est pas le père de Bloss, ou bien je dis des bêtises? Alors il ne le dit pas. Parce qu'il est le père de... Il faut de vérifier. Il est protestant, Bloss. C'est qui le pasteur? Il dit pas. Il dit j'étais chez des amis, j'étais jeune, artiste et vagabond. Je passais chez des amis dont le père était pasteur. Et avant le repas, il a fait une prière dans l'allemand de Luther. Et ça l'a beaucoup touché, ça lui est resté. Et manifestement, il a fait ces liens entre la révolution
théologique, la révolution, enfin Abraham Lincoln, et ça a pris. Une autre raison à ce livre, donc comme tu l'as dit, il relève dans la préface une analogie entre la vie et la position de Luther et la vie et Freud, mais indépendamment de ces analogies, j'ai trouvé que la familiarité saute aux yeux entre la psychanalyse et ce mouvement porté par Luther qui voulait révolutionner la relation intime de l'individu avec Dieu, qui engage la relation intime du sujet aux puissances tutélaires. Dans nos termes psychanalytiques, ça veut dire la relation entre les instances, le surmoi, le ça, les pulsions, le moi, et pour Erikson aussi l'adaptation à la réalité. Donc il m'a semblé que tout ça montre que les religions sont partie prenante de la vie psychique des individus. Et dans l'épilogue, à la fin, Erik Erikson cite Luther. Il dit, Luther écrit, « Je n'ai pas appris ma théologie d'un seul coup, mais j'ai dû la chercher très profondément là où mes tentations m'entraînaient. » Et Erik Erikson commente, « Un théologien se fait en vivant, voire en mourant, et en se donnant, non en pensant, en lisant ou en spéculant. » Cela résume bien, à mon avis, le livre, tout le livre. La vie et les tentations sont plus importants que les spéculations et la théorie. Et les livres, et pourtant, lui, c'était un grand lecteur. Tu parles de Luther et de Erikson. De Luther. Et d'Erikson. Oui. Oui. C'était un grand... Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Donc, voilà. Mais ça, ce sont des mots de Luther. Je n'ai appris ma théologie, je n'ai pas appris d'un seul coup. Mais j'ai dû la chercher très profondément, là où mes tentations m'entraînaient. C'est le mot de Luther. Et Erikson dit, un théologien se fait en vivant, voire en mourant, en se donnant, non en pensant, en lisant, en spéculant. Et ça, on le voit très très bien. C'est ça qui rend, je trouve, le livre formidable. Mais Luther aussi, il était contre la spéculation. D'ailleurs, tout son débat oui, mais il spéculait pour être contre la spéculation. Oui, il spéculait, mais il était contre la théorie, contre la transmission ardue. Oui. Il rendait tout... il était très préoccupé par la transmission au peuple. Oral par l'allemand et non pas par le latin. Exactement, entre autres. C'est comme ça qu'il a créé la langue allemande, en effet. Ça, on le dit. Ça, alors on le dit beaucoup. Quand on étudie l'allemand, on dit que l'allemand moderne, c'est l'allemand de Luther. C'est ça. La traduction de la C'est ça qui est impressionnant. Il a eu une incidence sur la langue. Ah ben, il a... Comme Pouchkine a créé quasiment la langue russe, enfin, avec sa poésie et ses romans, c'est Luther qui a créé, façonné la langue allemande moderne. Donc ça, c'est intéressant. Et la vie psychique, enfin moi, ça m'a beaucoup intéressée. Donc ça résume bien toute la matière du livre qui déplie le combat de Luther avec le diable, avec le démon, personnalisé par son père, mais aussi combat avec Dieu et contre Dieu. Et il en parle de manière très poignante, Erik Erikson. Je pense que ça doit beaucoup lui parler. Alors, ce livre, je l'ai trouvé extraordinaire. Sa lecture a suscité énormément d'émotions très contrastées. Il est très bien écrit, je trouve, très bien construit. Il y a du suspense, il y a de l'humour, et il y a beaucoup d'intelligence. Il a brassé énormément d'informations tirées de toutes ses lectures. Il n'est jamais pédant et jamais écrasant. Mais la lecture est aussi une épreuve. C'est un livre qui est long. En plus, il y a des longueurs. Je crois qu'on était tous les deux d'accord là-dessus. Il y a beaucoup de passages aussi très douloureux. Pour le dire vite, je dirais ce sadisme qui semble généralisé, en tout cas à partir de ce que nous dit Erikson, généralisé dans l'éducation des enfants, dans les familles, dans la famille Luther plus particulièrement, et dans les institutions cléricales. Il fait des descriptions absolument atroces.
Il semble qu'Erasme ait eu aussi des relations compliquées et conflictuelles avec son père. J'évoquerai rapidement Erasme. Alors, sadisme extrême dans la discipline monacale, c'est très pesant et ça m'a beaucoup affecté. Mais bon, c'est le point de vue et l'objectif d'Erik Erikson, explicité dans sa préface, de montrer le lien entre la psychopathologie et le milieu socio-culturel. C'est son hypothèse de base à propos de l'adolescence et de la créativité particulière liée à cet âge. Je crois que tu vas nous parler de ça, hein, il me semble, d'après ce que tu m'avais dit. Je n'ai pas réussi à développer comme je l'aurais voulu. Mais tu vas... Oui, Ouais. bon, enfin bref. Mais juste la question du mot adolescent qui est traduit Oui. souvent par adolescent, mais c'est pas tout à fait ça, c'est jeune, jeunesse, il parle de jeunesse et de jeune adulte, il parle Oui. beaucoup plus de la fin de l'adolescence et de cette 20 ans. crise de la fin de l'adolescence, 20 ans. de 20 ans et du jeune adulte, de l'entrée dans le Oui, jeune mais adulte. peut-être qu'il considérait, moi j'étais intéressée de voir qu'aujourd'hui on dit que l'adolescence n'est pas à 15 ans, 16 ans, mais que ça va de 18 à 25 ans. Mais je me dis, pour Erik Erikson déjà, il a l'air de considérer, il parle du jeune Luther de l'adolescence, d'après ce que j'ai lu, il avait 20 ans. C'est ça, c'est 20 ans, c'est ce qu'il appelle la crise, Identitaire, même oui. il prolonge ça. Donc c'est tardif quand même. C'est tardif, oui. C'est pour ça que c'est pas il faudrait le voir aussi dans l'original, parce que par exemple en allemand on dit presque pas adolescent, n'est-ce pas? On parle de jeune, et c'est en anglais. Bon, le titre déjà c'est le Young, c'est Young Luther. Le jeune Luther, ils ont traduit par Luther avant Luther. Oui, d'accord. Et juridiquement, c'est la majorité, avant c'était plus tard aussi. Hein. Oui. Même au XXe siècle, dans plusieurs pays, Oui. c'était 21 ans. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas si Et puis longtemps. maintenant, c'est passé à 18. Du moment où le juridique Oui, c'est vrai. marque ces Oui. étapes-là, Oui. c'est vrai qu'il y a tout un ajustement qui sont conséquences du traitement. Oui. Et parce qu'il y a la responsabilité civile qui bascule là. Donc les parents à 18 ans n'ont plus le droit d'intervenir dans la vie privée, en principe, des gens. Donc ça a beaucoup changé. Au Brésil, j'ai pris le passage. Ma mère m'a dû comment on appelle ça? Émanciper parce que mon père était mort. Et puis m'émanciper parce que j'avais pas 21 ans. Et je devrais assumer des choses qui m'avaient laissée. Et puis, donc elle m'a émancipée, j'avais 17 ans. Mais tout de suite après, c'était 18 ans. 2 ou 3 ans après, c'était 18 ans. Mais en anglais, l'adolescence, c'est le teenage, va du 13 au 19. À partir de 20 ans, c'est fini le teen. On a tendance actuellement de dire que l'adolescence se rallonge, elle commence plus tôt, C'est elle ce qu'on termine dit, plus oui. Elle tard. commence plus tôt aussi. À 12 commence ans, la puberté. La non puberté commence beaucoup plus Commence la tôt. puberté. Voilà. Et la puberté aujourd'hui aussi, biologiquement, elle est plus précoce Oui. qu'avant. Mais À ça cause ne, de l'alimentation. ça ne raccourcit pas vraiment le temps de développement des jeunes, parce qu'on dit qu'ils mettent. Enfin, je sais pas. Non, ça prolonge. C'est vrai que la puberté, qui se réfère vraiment au changement du corps, c'est quelque chose d'un peu plus clair. Ouais. Malgré les phénomènes de puberté précoce mais qui existent, qu'on peut les dépister, mais on ne peut pas dire que c'est plus fréquent, c'est juste qu'on peut mieux le diagnostiquer. Et puis c'est vrai que c'est très intéressant de penser Erikson avec ces éléments-là, parce que par exemple la puberté précoce, on cherche à expliquer pourquoi elle arrive plus à des enfants africains Et de l'hémisphère sud. adoptés en Europe. Ah oui. C'est-à-dire les éléments socioculturels qui viennent influencer ce mécanisme. L'adolescence, elle a plus la connotation individuelle et sociétale, et pas tellement physique. Mais biologiquement, la puberté arrive plus tôt dans les pays du Sud, dans l'Amérique latine aussi. Voilà, et puis, Oui. Et donc les Africains, ils auraient en Europe une puberté plus précoce les qu'en Afro, Afrique. exactement. Mais adopté. Mais adopté. Ouais, C'est encore des conditions. Oui, c'est
ça n'a pas, il y a plus Ah, plusieurs pas les hypothèses. Africains. Ceux qui vivent dans les familles. Alimentation. Dans les familles, oui, c'est ça. C'est, dans les- oui, oui. Alimentation. Mais c'est vrai que alimentation, c'est une des hypothèses, et puis les temps, et puis, mais c'est pas encore, ils sont pas arrivés à tout expliquer, parce qu'il s'agit vraiment des changements endocrinologiques Oui. et de croissance. Il parle aussi du confort. Du confort, parce que les règles avant arrivaient pour les femmes entre 15 et 18 ans. Maintenant, c'est entre 11 et 15. Et même en Amérique latine, c'est à partir de 10 ans. Donc, Mais le confort en Amérique latine. oui, ils disent que le confort, si j'ai bien compris, la chaleur. Hein, Il y a une question de poids aussi. la question du poids, le confort, l'alimentation, tout ça. Mais ce qui a augmenté la période pour les femmes de pouvoir se reproduire. Donc, dans le monde entier. Enfin, les gynécologues, ils ont cette hypothèse. Oui, sauf que on dit aussi que la fécondité diminue. Oui, alors ça, c'est un Beaucoup. autre Chez nous, chapitre. chez nous. Oui, C'est un autre oui. chapitre, mais c'est quand même. Oui. La fécondité. Mais par C'est les ça, hommes. la par fécondité les des hommes. deux sexes. Des deux sexes, et par Les les hommes et hommes les femmes. aussi. Oui, les hommes. Mais quelque chose que pour ramener, j'avais pensé par rapport à Erickson, c'est aussi qu'au niveau des classifications psychiatriques, on est revenu aussi à ça. Avec la nouvelle classification CIM-11, qui est équivalente à la DSM-5, on quitte le chapitre affection apparaissant habituellement dans l'enfance et dans l'adolescence. Puis on va définitivement pour l'idée Et du on diagnostic est qui quoi est À la base. tout est pour tous les longs de la vie. Ah oui. Donc ça correspond de nouveau un peu à Erickson qui a décrit le développement jusqu'à l'âge adulte, même Oui. plus tard. Et Un la société continuum. scientifique prend aussi cette même idée. Donc on a plus de tellement. On peut dire des fois que, par exemple, l'angoisse de séparation apparaît dans la petite enfance, mais on doit admettre qu'elle peut rester tout le long de la vie. Et donc, on la met dans le chapitre. Voilà. C'est l'idée du lifespan pour toutes les affections psychiatriques. Intéressant. Oui. Qui correspond du coup à Erickson, j'ai aussi découvert. Vous avez aussi, ça vous a frappé aussi? Oui, comme vous l'avez exprimé, en lisant très peu, mais en lisant comment il se positionnait face à Freud, j'ai fait cette réflexion, parce que c'est très récent, on est en train de vivre la transition dans les classifications diagnostiques. Oui. Donc, Intéressant. Alors, je vais peut-être vous raconter un peu mon histoire avec ce livre. J'étais en supervision avec René Hénal, je pense que vous le connaissez tous, entre 2000 et 2004. Et un beau jour, je dirais sans crier gare, en 2000, il m'a conseillé de lire Luther d'Erik Erikson, en association avec le matériel que je lui apportais concernant mon patient. J'ai tout de suite acheté le livre, bien sûr, je ne l'ai pas lu, mais je l'ai gardé précieusement dans ma bibliothèque. J'aimais beaucoup René Hénal comme personnage. André Hénal ou René Hénal? André Hénal. André Hénal qui est pharyngien, qui est Alors, qui connaît très bien il est- Pharynxie. Oui, il connaît très bien. Oui, je dis René Hénal, mais je mélange. Oui, je Mon analyste et mon superviseur. Bon. Qui est décédé il y a 2-3 ans. Il y a 2 ans. Ok, c'est quelqu'un de. On l'a avait invité. un- Tu m'avais connu. On l'a invité ici au restaurant On avait en une bas. chance. En bas, je me souviens. Quelqu'un de charmant là. C'était quelqu'un de très charmant. Il était très fragile lorsqu'il est venu, il était malade. Il était malade, c'était. Oui. Non, c'était quelqu'un de très charmant. Oui, un pharynxien. Hein? C'était Faire un chien, mais il n'aimait pas tellement qu'on le catégorie. Ah ouais. Non, il n'aimait pas tellement. Il était très. Mais il en aimait tout cas, beaucoup faire il a été un des producteurs de la correspondance. Oui.
Il a été un Je éditeur. dis ça, c'est formidable ce qu'il a écrit par rapport à Ferenczi, la correspondance, enfin les commentaires, c'est très éclairant ce qu'il a Oui, non, c'est très éclairant. Pour ça que mais il n'aimait pas, il n'aimait pas. Il était assez, il ratissait assez large. Donc il était une personnalité sympathique, psychanalyste engagé, superviseur vraiment très agréable, très vif, très présent, très actif. Et il disait souvent, on fait un métier vraiment difficile, alors on fait comme on peut, mais essayons de penser ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Alors, le patient dont je lui parlais, c'était un homme jeune, un éducateur, on peut dire un adolescent, un éducateur, marié et père d'une petite fille. C'était une analyse assez difficile, un patient qui a beaucoup cherché à échapper, qui était rarement là où je m'attendais à le trouver, qui avait parfois des raisonnements qui me paraissaient un peu bizarres, qui avait des sauts logiques comme ça, qui était très préoccupé par l'idéologie, justement, et les pères, idéologie contre laquelle il se battait, et il était préoccupé par l'idéologie contre laquelle il se battait et l'idéologie qu'il défendait. Hennal abordait volontiers le matériel que je lui apportais sous l'angle d'une impasse post-adolescente dans laquelle se trouvait mon patient, du fait de la tension difficilement élaborable entre une tendance à la révolte contre les pères, contre l'autorité, contre l'idéologie, et une tendance à la soumission au père, à l'idéologie et à l'autorité de son surmoi. J'avais été très étonnée de cette association que Hennal faisait avec Luther, qui était totalement inédite pour moi. Et je me suis souvenue des détails de cette supervision grâce à la lecture d'Erik Erikson, qui m'a refait penser avec une certaine émotion à mon travail avec Hennal. Alors, je vais peut-être préciser aussi autre chose, c'est que je suis protestante de baptême. Mon grand-père, auquel j'étais très attachée, était pasteur. Mais je me suis très tôt désintéressée à cet aspect de la vie psychique, la religion. Il me semble déjà dès l'enfance, c'est ce que je crois, hein. J'ai toujours pensé que j'avais résisté et que j'avais peut-être fui cette vision du monde qui m'effrayait, plus qu'elle ne me rassurait. En plus, j'ai atteint l'âge de l'adolescence, c'est-à-dire 20 ans, pour Erik Erikson en 68, à Paris, je vivais à Paris. Et là, j'ai rencontré toutes sortes de bons arguments politiques, idéologiques et historiques qui paraissaient valables et qui justifiaient après coup que je me sois détournée très tôt de la religion, malgré le fait que mon grand-père était pasteur. Voilà, donc grâce à cette lecture, j'ai revisité toutes sortes d'aspects personnels. Il me semble que c'est un livre qui suscite beaucoup d'investissement personnel, enfin d'investissement de type pulsionnel, enfin d'investissement pas théorique, hein, pas seulement abstrait. Comme un miroir. Hein? Comme un miroir. Comme un miroir, tout à fait. Alors j'ai entretenu une relation très ambivalente avec ce livre, avec l'ensemble de ce livre. Ça a été un livre troublant. Et je ne savais pas si mon investissement dans la lecture portait sur un livre sur la psychanalyse ou sur la foi, sur les tourments de la foi et sur la religion comme lieu de rencontre du sujet avec ses objets intimes, familiers et étrangers à la fois, susceptibles d'apporter protection ou souffrance, ou les deux, et en tout cas de garantir de très nombreux conflits pulsionnels, donc une espèce de tragédie. Alors, le livre suit les étapes de l'évolution de Luther depuis l'enfance jusqu'au placardage rageur de ses 95, c'est 95 thèses sur la porte de l'église du château de Wittenberg. C'est le chapitre 7, un des derniers chapitres, qui s'appelle « La foi et la colère ». Hein. Donc le chapitre 7, c'est vraiment le placardage.
La foi et la colère. Alors, moi je vous conseille de lire. Je crois que c'est encore... Bon, mais je vous conseille de lire. Alors, en lisant le chapitre 3, qui s'appelle « Obéir, mais à qui ?», j'ai été très... C'est là que Erik Erikson pose le cas Luther, enfin pose les tensions, les conflits psychiques dans lesquels il est pris, l'impasse dans laquelle il est, l'horreur du diable et l'horreur de Dieu, décrites avec des détails très subjectifs. Je retrouvais donc, sans m'y attendre, du tout ce que j'ai peut-être éprouvé enfant quand on me disait qu'il fallait aimer. C'est une injonction toujours assez compliquée, on le sait. Le bon Dieu tout-puissant, qui avait tout créé et qui savait tout ce que je faisais et ce que je pensais, mais qui me protégeait. Et je trouvais sans doute que la protection parentale était suffisante et puis même parfois déjà un peu trop lourde. Donc, mais je dirais, les manifestations de la foi dans ma famille étaient loin de ce à quoi on pouvait être exposé chez les catholiques de l'époque de Luther, en tout cas d'après Erik Erikson. Mais il faut croire que, comme le dit Freud à propos de la sévérité du surmoi, elle est en grande partie indépendante de la sévérité réelle des parents qui ont élevé l'enfant. Enfin, c'est vraiment la position pulsionnelle, bien sûr, basique de Freud, puisqu'elle est en relation, non pas avec les parents réels, mais avec le surmoi inconscient des parents. Oui, moi je suis un piètre connaisseur de religion. Je n'ai pas été élevé dans la religion. Et puis je connais mal la différence entre le catholicisme et le protestantisme, surtout cette question du diable, puisque c'est le diable qui revient tellement. J'ai l'impression que le diable n'est pas tellement important dans le catholicisme actuel, en tout cas. Il parle du mal, hein. Il parle beaucoup du mal. Il parle surtout du péché, plus que péché du mal. Et du mal. Ouais, écoute, moi, Bon, tous les tympans des églises romanes, gothiques, où il y a l'enfer qui est symbolisé, où il y a des diables qui mangent, qui tirent la langue, qui lèchent les fesses des damnés. Dans le catholicisme actuel, ça continue. Non, mais pas sous cette forme. Mais on pas parle sous de cette forme. Luther. Pardon, il y a un catholicisme aussi. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du catholicisme, il y a des directions. Des directions et des familles. Et des familles. Et c'est vrai que chez les jésuites, parce que j'ai étudié chez les jésuites, le diable n'est pas représentable, c'est-à-dire on ne parle pas de diable. Le signifiant du diable n'existe pas. C'est ce qui existe, c'est un mal généralisé, que ce soit humain ou externe. Mais il n'y a pas cette représentabilité. Tandis que Yvonnette, là, qui nous a fait à manger, elle disait qu'elle se souvient très bien, elle était à l'intérieur du Brésil, que la messe, le dimanche, distribuait des petits, on appelle ça les petits saints, les images, et qu'il y avait des diables qui prenaient les enfants avec un trident, et elle se souvient, donc elle est très bonne cuisinière, et donc les enfants, et elle a dit que ça lui a fait horriblement peur, qu'elle avait horreur, elle avait terrorisé. C'est une interprétation de classe sociale autour de... Ça dépend. Mais dans la Bible, Non, enfin, mais- après, dans la Bible, il y a des allusions au diable, les tentations du Christ, où il se retrouve dans le désert avec le diable qui veut Oui, mais les marianistes aussi représentent moins le diable. Les marianistes, tu connais, hein, donc ça, ici en Europe, il y a plus de marianistes que de jésuites. Donc c'est une autre représentation Mais j'avais- catholique. Non, si je pense aussi dans ma famille élargie où les catholiques qui existent, ils ne se réfèrent presque jamais au diable. Non, mais j'avais un patient qui doit avoir maintenant, disons, 60 ans, mais je l'ai eu il y a 15 ans. Il était moine. Il me racontait des sentiments d'horreur devant les images dont tu parles. Des images de trucs terribles qui lui faisaient horriblement. À part ça, je pense qu'à l'époque, c'était une à l'époque- représentation. Alors, à l'époque de Luther, mais juste il y a Oui, 50 oui, ans. non, le diable existe encore, ça c'est clair. Oui, il ne faut pas croire. Oui.
Mais je crois que c'est plus présent dans les religions protestantes. Ah non. Non. Mais Non. de nouveau, Non, quel justement. protestantisme? Quel protestantisme? Parce qu'en tout cas, au Brésil, justement, dans les églises évangéliques, Oui, ça, les c'est évangélistes. Bon, c'est pour ça que je parle de classe En sociale. tout cas, moi qui ai eu la chance ou la malchance d'avoir des parents des deux bords Ah oui. religieux Oui. donc, qui ont voulu créer, c'était un peu la modernité à l'époque, enfin, les couples mixtes, etc. Un protestant, l'autre catholique. J'ai eu droit à tout et j'ai pas tellement de souvenirs du diable. Par contre, c'était peut-être Ni de l'un ni de l'autre. ni de l'un ni de l'autre, mais par contre, j'ai cette image et ce souvenir de quelque chose d'une procédure, d'une mise en scène plus forte dans le catholicisme, être quelque chose peut-être d'un peu plus À cause des intellectuel, images. et être quelque chose de peut-être plus intellectuel dans le protestantisme. Et ce qui est paradoxal peut-être par rapport à Luther, c'est cette idée qu'on est seul face à Dieu. Ça, Dans le c'est protestantisme, C'est ça. oui, dans le catholicisme, il y a Ça, c'est toute une clair. ribambelle d'alliés qui vont De nous sang. permettre de lutter Ouais, ouais. contre le Ouais, diable. ça, C'est moi qui suis. Mais vous êtes issu de l'Église réformée, hein, c'est un autre protestantisme. Oui. Le protestantisme dont tu parles, c'est le L'évangélique, protestantisme Ça, c'est américain, C'est le fanatisme. américain qui a adventistes du 7e jour, les pentecôtistes, les témoins de Jéhovah, les évangélistes, les baptistes, les anabaptistiens. Donc il y a énormément, une foulée de Et très protestantisme qui sont établis aux États-Unis, qui maintenant ont descendu, ont déferlé comme les Indiens en Amérique latine à travers l'évangélisme. Donc les évangélistes qu'on connaît maintenant au Brésil, qui ont soutenu Bolsonaro et compagnie, sont issus de ce courant américain qui ont transformé un peu les rites du discours et de justement qu'est-ce que le pasteur, quelle est la figure qu'il représente et la façon dont il parle aux gens. Et ça, en effet, le diable est très présent. Mais même ici, des évangélistes ici, moi j'ai souvenir de camarades qui disaient tout ce qui est hypnose, toutes ces choses, enfin des gens un peu bobets, je m'excuse, mais c'est de se dire il faut surtout pas faire parce le diable est à l'affût et puis il va nous tenter. Enfin, des trucs un peu délirants, quoi. Même très délirants. Rajouter pour faire justice à toutes les religions, grâce à mon origine donc dans la religion orthodoxe, là aussi le diable n'est pas représenté, mais la notion des mauvais esprits. Et je tiens à souligner que l'exorcisme existe dans toutes les religions. Donc on a l'idée qu'on doit sauver de la possession des mauvais esprits. Mais je vais rajouter quelque chose aussi pour Erickson. Le diable est une brande. Il est racheté par là une marque, un produit de marque, parce qu'il a été adopté par des mouvements de musique, les AC/DC, thrash, heavy metal, etc., qui ont justement pu beaucoup plaire aux adolescents, aussi comme idée des représentations sur les habits, et sur des mouvements. Les gothiques, je vous rappelle les satanistes, mais vraiment des satanistes dans les années 90, dans tous les pays, qui ont pu même arriver au crime, et puis chaque pays, il y a une histoire comme ça, c'était vraiment un phénomène sociétal dans les années 90. Oui. mais même avant, enfin, quand la femme de Polanski, c'était pas des satanistes, c'est un peu la révolte face au père, enfin. Et on n'a plus tellement de ça. Aujourd'hui, on a un peu de psychopathes isolés qui peuvent... voilà, mais à l'époque, c'était des mouvements qui s'auto-appelaient satanistes. Donc là, c'est intéressant. D'une façon cool, d'une façon... Oui, qui pouvaient dériver. C'était de la révolte. En Grèce, le pays est toujours marqué par un groupe d'adolescents
qui ont suivi un leader en se croyant sataniste et qui ont commencé à commettre des meurtres. Ça peut déraper, oui. Et c'était des longues années au tribunal débattues. Est-ce c'est vraiment de meurtriers en série ou est-ce que au-delà du leader, les autres étaient des adolescents influencés, puis voilà, qui est le plus fautif et quelle sanction, quelle peine. Mais à chaque époque, sa représentation du mal, je pense. Hein, et puis, je pense que l'époque de Luther, c'était comme ça. C'était le diable. C'était le diable, cette représentation. Mais ce que je trouvais, parce que j'ai lu entièrement le livre, mais moi j'ai trouvé assez pénible. J'ai trouvé assez pénible parce que même s'il y a un fil entre ce qu'il veut dire, mais je suis restée un peu sur ma faim dans le sens qu'il ne dit. Enfin, il parle de ce Luther, puis j'attendais la fin qu'il explose dans son discours, dans cette révolution qu'elle a apportée dans le discours. Tout ça. Non, la fin, c'est sur la théorie d'Erickson. Il en parle peu, et je trouve aussi qu'il parle peu, justement, de l'influence sociale. Parce qu'à la fin, vers le tout XVIe siècle, il y a eu un changement dans le discours du souverain. Et là, ça a influencé Luther. Et je pense qu'en tout cas, je n'ai pas été sensible à cette analyse d'Erickson. Oui. Et qu'il a été on l'attendait presque. Mais il est venu à un moment donné quand même important où la réforme était associée à réformer la répartition des pouvoirs avec le monde féodal. Et puis ça ne s'est pas fait finalement. C'est le discours qui faisait un discours qui était lié, long, comme ça, du souverain et qui était basé sur... Il parle beaucoup du contexte social. Oui. Basé sur la mythologie grecque et tout à coup... au XVIe siècle, ce discours est devenu plutôt de structure biblique avec les vaincus, donc le discours de vaincus, et les discours avec une autre mythologie qui était la mythologie biblique, plutôt que la mythologie grecque avec le souverain, le grand empire germanique, des Romains en fait. Rome, c'était ce qui donnait le fil rouge des discours du souverain jusqu'au XVIe, qui a été un tournant. Oui, mais après, justement, c'est ce qu'il dit, je ne sais plus si c'est dans ce livre, parce que j'en ai lu plusieurs autres, je me cite très juste, il dit, à un moment, les princes allemands étaient tout à fait d'accord de suivre Luther, parce qu'il réhabilitait l'allemand, le terroir d'Allemagne, et qu'ils n'étaient plus d'accord, cette histoire des indulgences qui venaient de Rome, tout cet argent qui filait au Vatican, et qu'ils n'étaient plus d'accord d'être sous la coupe du pape et de Rome. Et ce que Lucien Febvre dit, il dit, le résultat, ça a été en fait une révolution ratée pour lui, parce que Luther, d'abord, il n'a pas réformé le catholicisme, il s'est fait expulser, et puis il y a une nouvelle religion, mais la religion catholique à laquelle il tenait quand même n'a pas été réformée, donc échec sur ce plan-là, et d'autre part, c'est les souverains allemands qui sont venus et qui ont imposé le pouvoir, et il y a eu un pouvoir à la place d'un autre. Alors, sur ce plan, Erickson, j'ai tendance à confondre Erickson avec Luther. C'est tellement comme ça, condensé les deux, n'est-ce pas? Erickson, en fait, c'est le Luther d'Erickson qu'on est en train de parler. C'est ce point de vue. Peut-être que tu vas parler d'autres Luther, d'autres points de vue de Luther. Mais Erickson, dans ce rapport entre le contexte culturel et puis le mouvement de Luther, je pense qu'il oscille. À certains moments, il dit que Luther, c'est un symbole d'une époque, n'est-ce pas? Il le met plus comme... en d'autres moments, il met comme étant celui qui a changé l'époque. C'est ce rôle de l'individu dans le changement de l'époque
qui est variable chez Erikson. Il n'a pas une... Mais c'est peut-être compliqué aussi à penser, parce que bien sûr qu'il est le produit du Moyen-Âge, il a senti, ça c'est ce qu'on discutait les deux par mail, il a senti, il a flairé Luther quelque chose de l'esprit de l'époque, enfin. Oui. Au début, il a été soutenu par les paysans. Ensuite, les paysans se sont révoltés et après, il s'est retourné contre eux. Il a été très cruel. Hein. Oui. Donc, c'était un personnage aussi ambigu et violent. Enfin, ça les paysans l'ont suivi à cause de ses origines paysannes aussi. Oui, c'est ça. Et puis de la liberté qu'il prenait, et après, il les a lâchés. Enfin, il y a eu des massacres épouvantables. Donc, c'était à la fois une révolution ratée, mais qui a changé, qui a ouvert sur la modernité. Et moi, je pense que ça a beaucoup changé. C'est l'impression que j'ai gardée non seulement grâce à Erikson, et ce que j'entends dire quand même un peu par toutes sortes de personnes, d'historiens sur le capitalisme, sur les protestants et le capitalisme, sur les changements qui ont ouvert sur la modernité, sur notre modernité. Oui, mais si on prend, parce que c'est la position et la thèse d'Erikson, c'est la thèse presque contraire à celle de Bourdieu. Si on prend Bourdieu, qui d'ailleurs a un déterminisme étouffant, n'est-ce pas, un déterminisme social étouffant, l'individu, il n'a pas d'importance dans les changements sociaux. Ça veut dire qu'il est purement déterminé par son origine sociale. Exactement, tout est programmé, si on peut dire comme ça, socialement. Et la thèse d'Erikson, c'est non, l'individu, il a une créativité. Le problème, c'est quel est le rôle de l'individu. Et si je pense que Erikson, il va beaucoup plus loin que tous les psychanalystes en donnant justement une importance au contexte culturel et à la détermination même sociale, à certains moments, je pense qu'il exagère. Il va trop loin dans cette action que Luther a eue dans les changements sociaux. Mais ça, c'est pas une... Même si c'est impressionnant lorsqu'on voit qu'il a eu une incidence sur la langue, n'est-ce pas? C'est un homme qui a eu une incidence sur la langue, sur les changements de la langue. Mais cette idée qu'un homme peut avoir une incidence sur son environnement, qu'un Napoléon a une incidence, c'est pas des thèses d'Hegel, ça aussi, dans la conception de l'histoire, ou j'ai dit des bêtises? Je sais plus quel philosophe a ce positionnement-là, justement. Là, c'est en tout cas un débat. Si on lit Guerre et paix de Tolstoï, lui, il dit c'est pas Napoléon, c'est les gens qui ont constitué l'armée de Napoléon, qu'il a pris en France et qu'il a entraîné avec lui de toute l'Europe et qui ont combattu. Enfin, ça, c'est la thèse de Tolstoï dans Guerre et paix, du fait que c'est pas un personnage, mais c'est tout le monde. Enfin, c'est un mouvement. Vous avez un discours un peu mythique, c'est-à-dire le héros. Et que de temps en temps, on revient avec ça à cause d'un homme. Mais ça, je crois que c'est le discours, je ne sais plus si c'est Hegel qui en parle, mais je pense qu'il y a une opposition droite-gauche dans ce que vous dites. Il y a l'idée qu'on est mu, on fait partie de la masse, et c'est un discours très à gauche, puis un discours libéral, c'est on est maître de son destin. Et je crois qu'il y a cette opposition. C'est un débat aussi d'école sociologique et de psychologie de notre côté. Il y a aussi des personnages connus qui ont dit quelque chose qui n'a pas été entendu à leur époque et que ça revient 30 ans plus tard et puis on dit voilà, lui, il avait quand même pu parler, donc on peut considérer les deux. Il faut quelqu'un qui pense, qui parle et qui est un leader et que la société soit prête pour le suivre. Oui, mais ça c'est un truc inextricable. Donc les économistes, ils essayent souvent de prévoir justement le cours de l'économie selon qu'est-ce qui va se passer. Alors il y a le côté social, il y a le côté d'être là au bon moment. Quel est le discours, quelle est la personne ou l'héros qui va venir, il va dire ceci ou cela, n'est-ce pas? Et par exemple, c'est une conjonction des deux, mais on n'arrive pas à déterminer exactement je parle juste l'heure où les choses vont s'emboîter. Mais c'est des facteurs, c'est un ensemble de facteurs qui font le cœur. Et puis on n'en domine pas du tout. Mais probablement que Luther était un facteur du changement, mais comme lui-même a été mu par son environnement qui l'a poussé à faire ça. C'est peut-être grâce à son père qu'il est devenu ce qu'il est, c'est un peu la thèse.
Et par rapport à votre lecture, est-ce que la foi et la colère, finalement, sont des ingrédients pour que la personne soit un bon héros, un bon leader? Pourquoi vous pensez que ce chapitre se nomme comme ça? Le chapitre, le dernier chapitre. Est-ce que pour Erikson, Oui. c'est vraiment... Parce qu'on peut se dire que la foi et la colère, ce qu'ils ont en commun, Alors, c'est la certitude ils s'opposent. d'une croyance. Ils s'opposent plutôt parce que je viendrai peut-être sur la question de la foi juste très vite et puis après on revient sur votre question. Parce qu'il y a eu un passage du chapitre 3, toujours obéir mais à qui m'a intéressée parce que oui, d'accord. Et après on reprend cette question. Oui. Parce que le chapitre 3, obéir mais à qui, j'avais trouvé qu'il me semblait très long à un certain moment, que les développements sur le père et la peur du père, même les considérations sur la mère, sur l'Oedipe de Luther, sur le lien avec la future théologie créée par Luther, c'était par moments assez plaqué et peu créatif et que c'était un peu répétitif. Là, il n'avait pas parlé encore de l'orage. Dans ce chapitre. Non, c'est dans ce chapitre qui parle de l'orange. Okay. Je vais même lire un passage là-dessus. Mais il y a un moment justement où dans ce chapitre, il y a eu un basculement dans ma lecture. Je me suis tout d'un coup beaucoup plus intéressée et j'ai pu lire la suite du livre plus légèrement et plus en diagonale. Et c'est nécessaire de pouvoir lire, en tout cas pour moi, un livre comme ça en diagonale pour pouvoir parce qu'il y a des passages répétitifs, comme tu dis. Oui, on est englouti dans ce livre. Hein. Très répétitif. Il y a des passages répétitifs et il y a beaucoup de parenthèses. Ça veut dire qu'il y a des digressions dans toutes les directions. Sur Rome, sur... Que j'ai eu beaucoup de peine à rassembler. Moi, j'ai lu et j'ai pris des notes. Oui, mais alors quand on prend des notes, on est englouti. Et puis, c'était impossible de mettre dans... C'est impossible, mais j'avais l'impression qu'il y avait une certaine cohérence et à la fin, c'était impossible Je suis assez d'accord. de faire d'un ensemble. Je suis assez d'accord. Donc, alors, je reprends peut-être juste pour décrire. Luther, adolescent, oscille entre soumission et révolte contre son père. Il est envahi par des pensées obsédantes, des fantasmes terrifiants et des attaques de panique. Au cours d'un orage, il panique complètement et il a peur, il a des visions horribles. Et il fait le vœu de s'engager dans un monastère comme moi, contre l'accord de son père. Son père n'est absolument pas d'accord et son père est décrit de manière assez intéressante comme le père de la Horde, violent et autocrate, mais il est décrit aussi comme représentant du nouveau capitalisme allemand. Et donc le père, il est d'origine paysanne, je rappelle pour ceux qui... d'origine paysanne, vraiment. Il n'était pas l'aîné, donc il n'a pas pu hériter du domaine. Il a été obligé de partir du domaine, comme c'était le cas... Non, c'était le petit. Non, il était l'aîné, donc il devait partir. C'est le dernier qui prenait le domaine. Qui prend le domaine. Il était l'aîné, il a dû partir. Il était travaillé dans les mines de métaux en Allemagne. Mais il a fait son chemin. Il a pu acheter des mines et il est devenu un capitaliste. Un industriel. Voilà. Un bourgeois, enfin c'est une bourgeoisie naissante, qui mettait en question le poids de l'Église, que l'Église exerçait sur la population et sur les paysans. Alors il avait des projets pour son fils, il était un patriarche et il avait décidé que son fils réussirait dans le domaine du droit, je crois. C'était un métier moderne pour l'époque, je crois. Comment ? C'était un métier moderne pour l'époque. Il était brillant, il a vraiment réussi, voilà. Alors, orage, panique, vœu, je m'engage, je vais entrer dans un monastère. Ce qu'il fait, il entre dans le couvain des Augustins et il passe une année apparemment tranquille
dans le silence et dans la prière, dans l'enfermement et la solitude. Et d'après les documents que Erik Erikson a étudiés, ça lui a bien convenu, en tout cas pendant cette année. Donc juste une chose, avant l'orage, il avait déjà commencé des études de droit et il avait fait... Il les a réussi, brillamment. Il a terminé, non, il n'a pas terminé, mais il était en bonne voie pour terminer. Il était inscrit dans une université. Il avait réussi l'entrée, si je me c'était souviens ça. bien. Il a commencé à fréquenter et il a été, je pense qu'il s'est intéressé par les cours. Alors pardon, j'ai cru qu'il l'avait été. Mais... Il a, non. Enfin, je Alors, crois pas. non, je crois que vous savez. Donc, à un moment, il doit faire ses vœux définitifs après une année au couvent. Et alors, je vais vous lire un passage peut-être, page 108. Donc, il est question qu'il fasse ses vœux, qu'il soit ordonné prêtre définitivement, mais pour ça, il doit obtenir l'autorisation de son père et de sa mère. Alors, il dit, Erik Erikson, l'enfer se déchaîna. Bon, je lis quand même depuis le début de la page 108. L'ordination allait attribuer à ce fils les fonctions sacerdotales de père spirituel, de gardien des âmes, de guide sur la voie de l'éternité, et reléguer du même coup le père naturel à un statut purement physique et légal. Mais nous le verrons, l'enfer se déchaîna après l'ordination, et l'expression est bien à sa place ici. Alors, le père, Hans Luder, refuse de se laisser avoir, dit Erik Erikson, pour parler un peu brutalement, disant qu'il n'entendait pas se laisser frustrer dans son investissement le plus cher. Il représentait déjà ce courant capitaliste allemand qui commençait à douter que le monopole de l'Église sur l'autre monde justifiât sa voracité en matière de terres fertiles, de taxes fructueuses et sa main mise sur les gens de talent. Il ne pouvait prévoir, évidemment, que son fils serait un jour à la tête de toutes ces controverses et que la tâche lui incomberait d'organiser la rébellion de Wittenberg. Alors le père n'a pas accordé sa permission, mais, dit Erik Erikson, la peste vient au secours de Martin parce que les deux frères de Martin meurent de la peste et il y a des amis du père de Martin qui disent « Écoute, tu as déjà donné 2 de tes fils à Dieu, tu peux bien lui donner un 3e. » Et le père, désespéré, massacré par la mort de ses enfants, accepte de mauvaise grâce, mais accepte que Luther soit ordonné prêtre. Il consentit enfin ce qui aurait dû suffire à Martin. Alors, il continue, je trouvais intéressant parce que c'était il a été d'accord à comme moitié ça, à moitié d'accord. Mais ce que je trouve intéressant dans la suite de ce qu'il va dire, c'est qu'il va nous raconter en quoi consiste la conviction de Luther dans sa contestation du catholicisme. En quoi ça consiste? Martin n'était pas de ceux qui prennent un demi-oui pour une réponse. Il savait pertinemment que ce consentement avait été donné dans un état d'affliction et non avec cette totale adhésion de la volonté, qui devait jouer un rôle décisif dans les scrupules et les ruminations de Martin, et finalement dans sa pensée théologique elle-même. Le père avait donné son consentement sans le donner, l'intention n'y était pas. Or, pour le meilleur ou pour le pire, Martin devint plus tard celui qui donnait à la conscience la nouvelle dimension de la foi, explicite et de l'intention sans ambiguïté. Donc là, je crois qu'il y a quelque chose qui me paraît très important en tant qu'héritière du protestantisme, ayant compris un petit peu de ce que disent les protestants contre les à l'opposé des catholiques, c'est que Luther, pour lui, c'était la foi. Il disait seulement la foi. C'est la foi qui compte, c'est-à-dire qu'on doit être totalement convaincu de sa foi en Dieu pour pouvoir être sauvé. Or, les catholiques disaient, en tout cas à cette époque, il faut pouvoir avoir des comportements justes, et c'est ces comportements justes qui constituent ce qui est demandé. Et ça m'intéresse, c'est intéressant parce que dans des discussions avec des catholiques, une fois quand j'ai expliqué que je n'avais pas fait baptiser mes enfants
parce que je n'étais pas assez croyante en tant que protestante pour promettre d'élever mes enfants dans la religion protestante, la personne avec laquelle je parlais me disait « Mais tu dis ça parce que tu es protestante. Mais un catholique, il dirait jamais ça. Ce qui compte, c'est le baptême, c'est tout. Le reste, chacun s'arrange. » Oui. Est-ce que c'est l'inscription, le baptême pour les catholiques? C'est l'inscription dans une communauté. Oui, pour les Dans protestants aussi. C'est ça. Mais la question de la foi, comme Oui, ils sont on trop se petits, débrouille. on ne sait pas qu'est-ce que ça va. On se débrouille. Là, il y a la confirmation. Oui, la Oui, confirmation. mais je pense que plus que les catholiques, c'est cette optique, c'est cette séparation vraiment du rituel de la pratique religieuse, c'est pour les juifs. Freud lui-même, il se disait athée et juif. Oui, parce qu'ils confondent quand même la Ça- religion ça- et le sionisme. Ça veut dire Et que chez les juifs, il y a la question de la culture juive, Oui, n'est-ce pas? c'est un peuple. C'est ça, c'est un peuple qui est indépendant un peu de la religion. Ça veut dire, même si on est athée, on peut être juif de C'est ce culture. qu'Anna Arendt faisait la distinction du sionisme. Quand elle était pour la création des associations sionistes, c'était ça. Ce qu'elle disait, elle n'était pas croyante, mais c'était autre chose. Bon, Freud il allait plus loin, il disait que c'était une race, il ne disait même pas que c'était une culture, il disait de race juive. Et il y a aussi tous les justement. Donc c'est impossible de ne pas être juif lorsqu'il y a cette représentation de race juive. Oui. Mais il y a toute cette question des sacrements, enfin qu'il n'y a plus avec le protestantisme. Puis c'est hyper important avant sa mort d'avoir voilà, l'extrême-onction, comme ça on est sûr d'être purifié. Si on trompe sa femme, ben, c'est pas grave, je caricature un peu, mais on va se confesser. Donc il y a quelque chose plus dans l'acte et qui est moins dans Dans la conviction l'intimité. profonde, mais qui est du coup envahissante, parce que on est censé avoir une intention totalement sincère, ce qui est lourd, enfin ce qui est même C'est très intrusif. lourd. Mais ce qui l'a libéré, paradoxalement, ça l'a libéré. Ça l'a libéré parce qu'il voulait pouvoir parler directement à Dieu sans intermédiaire. Alors, justement, sur ce point, j'ai l'impression qu'il avait une intimité beaucoup plus grande avec le diable qu'avec Dieu. Il était très distant de Dieu, tandis qu'avec le diable, il avait une négociation. Il D'ailleurs, était plus atteignable. je me demande si par hasard il n'écoutait pas le diable, ou en tout cas il voyait le diable, parce qu'il y a cette scène de la tâche de l'encrier lorsqu'il était en prison reclus dans le château après tous les événements en Espagne. Il était seul là-bas en train d'écrire la Bible, n'est-ce pas, de traduire la Bible, et le diable apparaît et il jette l'encrier contre le diable, et donc jusqu'aujourd'hui on peut voir visiter le château et il y a la tache sur le mur la de colère. l'encrier. La colère. Donc ça veut dire qu'il a ce rapport intime avec le diable qu'il n'a pas avec Dieu, qui est une chose extrêmement... Mais c'est vrai, c'est pour ça qu'il dit que la théologie, c'est tentations qui l'ont fait. Oui, c'est ça. Hein, il a été construit, c'est quand même pour nous, psychanalystes, je trouve que c'est quand même vraiment... Ah oui, non, ce parallèle entre la psychanalyse et la religion, elle est très intéressante parce qu'il y a tout le temps la question du bien et du mal. C'est ça. Et est-ce qu'il est dehors, est-ce qu'il est dedans? Exactement. Et puis, ce sont les pulsions qui habitent et qui donnent la direction par les transformations. C'est d'ailleurs dans les premiers chapitres, il me semble qu'il dit quelque chose. J'ai vraiment lu très vite, j'ai lu un tiers très vite, en quelques heures, et il me semble qu'à un moment donné, il fait presque une comparaison entre le Luther et puis Freud, en disant que voilà, tu parles de pulsion, cette pulsion de croire en Dieu, etc. Il s'est servi un petit peu, il a analysé un peu son symptôme à sa manière, avec les outils de l'époque qui étaient la religion. Il dit quelque chose, je le résume un peu maladroitement, mais quelque chose de la sorte. Exactement. Donc, peut-être juste encore une chose. Alors, la question de la foi et la colère, je ne sais pas si on est sur la piste de pouvoir un peu mieux comprendre. Je n'ai pas relu ce chapitre récemment, donc
Ma question était sur la certitude. Parce que elle est un peu critique, mais pour être mené, si motivé, tous ces leviers pulsionnels pour mener une telle bataille et changer les choses finalement, essayer de changer les choses. il faut la foi, c'est-à-dire la forte croyance aussi à l'occurrence ici c'est un Dieu, mais je le prends un peu aussi en général, une forte croyance. Oui. Puis après je pensais aussi que être en colère sans une forte croyance c'est pas possible. C'est-à-dire on est en colère parce que quelqu'un vient attaquer quelque chose, sur lequel on a aussi une certitude. Et puis cette notion de croyance, certitude, si elle est discutée par Erickson, pas le jour de ce parcours. Pas à mon souvenir. Alors, pas à mon souvenir. Parce qu'il les a mis quand même ensemble. Vous avez dit très rapidement tout à l'heure que ce n'est pas des ingrédients qui vont ensemble pour la rébellion, mais que l'un soigne l'autre. Vous avez sous-entendu quelque chose comme ça, si je voulais développer. Alors, je ne me souviens pas d'avoir pensé que l'un soignait l'autre. Là. Vous avez dit quelque chose comme peut-être la foi vient remédier pour la colère, ou je ne sais pas, quelque chose de... Alors, je ne sais pas, je n'ai pas pensé ça, mais peut-être que... En tout cas, il parle de la foi et de la colère dans ces deux, en tout cas d'une question qui est importante pour Luther, qui est la foi, parce qu'il doutait tout le temps de sa foi. D'ailleurs, là tu as parlé de l'orage, je ne sais pas si tu vas parler de la première messe, n'est-ce pas? Alors, toute la question de la foi et du doute qu'il a que, par rapport à la foi surgit. Et la colère, c'est la caractéristique de Luther. Luther, c'était un colérique. À la fin, il dit que Luther était capable d'amour. Moi, j'ai tombé un peu des nues parce que pendant 320 pages, il parle de la haine. Peut-être après son mariage, parce que il s'est marié quand même. qu'il s'est marié sur le tard, et puis il paraît qu'il a beaucoup changé. Après, il est devenu plutôt mélancolique. Oui, il est devenu vraiment presque malade, mais disons qu'il avait changé par rapport à la colère, c'est un peu calmé. Mais j'étais quand même interrogée par ce titre, parce que je ne me souviens pas très bien, je l'ai lu, mais je me souviens pas très bien. Par quel titre? La foi et la colère. La foi et la colère, parce que pour moi, la foi est quelque chose de presque abstrait, dans un sentiment, c'est abstrait et profond et interne. Hein. Tandis que la colère, c'est quelque chose justement d'externe, et tu as une émotion forte que tu ne contrôles pas. Donc, mais je pense qu'il a uni les deux parce que c'était le moment où il s'est révolté contre l'Église. Ça a été la colère contre l'Église et au nom de la foi. Mais je crois que c'est intrapsychique un petit peu cette histoire. Si je me réfère à ces... je crois que j'avais lu... Il y a un article dans l'encyclopédie Larousse où il résume, j'avais lu ça attentivement, et de ce que je n'ai retenu, alors c'est peut-être inexact ce que je dis, mais si qu'il est complètement, au début de sa vie, il est complètement torturé, il est dans un état de mélancolie, à se faire des reproches, à être culpabilisé, et puis il trouve une solution à son mal-être en inventant, alors c'est un peu lacanien comme je le dis, mais en inventant finalement la réforme, ce qui veut dire que le fait de reconnaître que Dieu est amour et puis qu'il nous donne les choses, on a juste à avoir la foi, ça lui donne un soulagement par rapport à son idée qu'il est sans arrêt mauvais, qu'il est sans arrêt coupable. Donc ça serait un arrêt colère. Donc la foi, ça serait quelque chose qui arrêterait, qui couperait la colère. Oui, je crois que c'est une solution, c'est un point d'arrêt, puis c'est une solution. Moi, je pense que ça a été surtout un moteur dans une colère très spécifique, qui était la colère contre le pape, contre l'Église catholique, Par contre, la question de la foi, je l'opposerais surtout par rapport au doute. Parce qu'il y a eu beaucoup de doutes par rapport à sa foi. C'est Staupitz qui va être décisif. D'ailleurs, il est très marrant, ce Staupitz.
il agit comme un Mais analyste. il Ça, ses avait de interventions. quoi, et tout le monde, beaucoup de gens, c'est pour ça qu'il a été suivi d'être en colère avec la papauté, parce que franchement, il était de l'époque de Borgia, d'Alexandre VI. Ce type était vraiment, c'était abject, cette papauté, c'était horrible. Donc il y avait, je ne sais pas comment le monde a pu supporter ça à cette époque-là, et aussi longtemps. Bah, c'est encore Le actuel. monde, il Hein. supporte Oh non, beaucoup de non, non, choses. c'était pas Un peu autant. moins, Ah non, mais- il supporte beaucoup de choses. Dans d'autres domaines, il supporte beaucoup de choses aujourd'hui. Non, mais c'est Non, mais toutes les histoires horribles en Espagne où ils ne veulent pas investiguer pour des Oui, abus oui, non, mais là, à l'église. non, là c'était le pape. Ouais, ouais. Hein, c'était le pape. Et au-dessus de tout le monde, qui avait plusieurs femmes, plusieurs enfants, et puis Ah oui. un enfant qui tuait des gens, empoisonnait un autre, et t'as dans le Havre, C'était pire, c'était non, pire. c'était horrible. C'était horrible. Et longtemps, ça a duré longtemps. Il faut lire l'histoire de la papauté du XVIe siècle. C'est impressionnant comment, pendant autant de temps, les gens ne disaient rien. Et s'achetaient des indulgences. Non, mais c'est infernal, ça c'est l'enfer. Oui, c'est impressionnant, ça m'impressionne. L'être humain est très résilient, je trouve. Et c'est la connerie. C'est très résilient. Nous Un sommes peu- vraiment un peu- dégoûtants. En même temps, enfin, la foi, on défendit. Qu'est-ce que c'est la foi? Tu crois en Dieu? Oui. Donc La foi, c'est dans ce sens-là que j'ai posé la question, parce que C'est vraiment une relation la intime. croyance, Si. et puis après c'est d'exiger de soi-même, de la vivre avec des effets de corps finalement. De conviction, oui. Mais Erikson, comme il présente les choses, ça peut être aussi à l'inverse, c'est-à-dire Oui. on a une émotion, enfin, on a une situation de colère qui vient inconsciemment de plein d'autres choses, Oui. et puis on cherche une croyance qui va nous permettre de... Mais il met aussi la foi du côté de l'amour, n'est-ce pas? Et de presque comme une question libidinale, comme un intérêt ou une envie pour quelque chose. C'est dans ce sens que ça s'oppose aussi à la colère. C'est ces deux opposés qui sont le moteur de Luther. Puis dans une analogie, si on pense à une lecture, c'est des souvenirs de prêche, vous voyez, trop bien. Bref, mais il y a une opposition qui est faite souvent dans les prêches entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, un Dieu de colère, un Dieu violent, un Dieu qui n'est pas juste. Erikson parle du père de Luther comme étant ainsi, un père violent, et puis il y a un passage avec la rédemption, une lecture Jésus-Christ qui se donne pour l'humanité, et puis je pense que de manière intrapsychique, Luther fait ce cheminement-là, où il passe d'un traumatisme, d'une idée d'un père quand il se révolte, et il trouve une solution qui met un point d'arrêt à sa culpabilité, ich bin nicht, enfin quand il dit ça, c'est comme ça que je le comprends. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que le levier, c'est pas tellement le refus du père, mais le demi-oui du père. Ça, c'est intéressant du point de vue de l'adolescence. Oui. Ouais. Il voulait un accord absolu et total de son père. Comme il a eu avec Staupitz. Mais c'est horrible, tous ces traumatisés. Moi, ça me fait penser à Schreiber, ça me fait penser à Kafka, sa lettre au père. C'est horrible. Cette espèce de dépendance, je sais pas, ou à l'ogre, toutes ces figures paternelles, et puis cette espèce de masochisme de ces fils qui ont besoin d'avoir l'aval, sinon ils se torturent. Enfin, c'est affreux, je trouve. Non, je trouve que c'est affreux. Moi, je trouve qu'il y a des passages. D'ailleurs, il parle souvent, Erikson, il a parlé plusieurs fois de Melville, enfin du capitaine Achab, et du capitaine Achab, et de sa bataille contre Moby Dick. C'est Moby Dick, tu n'as pas lu Moby Dick de Melville? Mais il parle dans ce livre? Non, à 2 endroits ou 3, il évoque le capitaine Achab.
Donc, le désir de vengeance et le fait de vouloir en découdre avec le monstre, enfin avec le Léviathan, avec... Oui, il le voit, il le mythifie un peu. Il le mythifie. Oui. C'est Mais ça. c'est ça, ça marche assez bien chez moi. Je veux dire, ça m'a... Avec moi, justement, ça m'agaçait. Ça Chaque fois qu'il revenait et qu'il venait avec le grand homme, Oui. je me disais, mais pourquoi il s'intéresse tellement au grand homme? C'est là que je... Et d'ailleurs, c'est là aussi que je suis arrivé à la conclusion que c'est plus facile de faire une sociologie du grand homme, comme c'est le cas de Godelier, par exemple, qui fait une sociologie du grand homme, qu'une psychologie du grand homme. Ça, c'est très difficile, parce qu'il essaye de parler de deux types d'adolescents différents, de deux types de jeunes hommes différents. Le jeune homme exceptionnel, n'est-ce pas, qui va contre les règles, et le jeune homme ordinaire qui va dans la direction des règles, de la tradition. Et il met un peu cet adolescent extraordinaire comme étant à l'origine du grand homme. N'est-ce pas? D'ailleurs, une autre chose, c'est le grand homme. On a l'impression que c'est vraiment le grand homme masculin. Il ne parle pas d'un grand homme générique. Et d'ailleurs, lorsqu'il parle aussi des crises de l'adolescence, il parle de la crise du jeune homme, du jeune homme. Et on a l'impression que ça manque aussi l'adolescente, les jeunes femmes et la crise de l'adolescente. Mais c'est très récent qu'on s'est intéressé à l'adolescente. Oui, mais pourtant, Erickson, 1958. Il parle en 55, parce qu'il a écrit en 55, je crois. Il a fait bien en 58, la première édition. Il parle du patriarcat, il parle de mais il est en plein dedans. Oui, il est en plein dedans. Il est en plein dedans. Et d'ailleurs, la façon dont il parle du rôle de la mère et du rôle du père, ça a très mal vieilli. Insupportable. Et la mère, elle est nulle, elle est à côté de la plaque, elle est soumise. Exactement. Et même si 68, que tu as bien vécu, a voulu changer ça, il y a encore beaucoup de beaucoup de travail. On voit bien dans le monde que dans le jeu, il y a beaucoup de travail encore là-dessus. Je ne suis pas sûre pour donner le détail, mais j'ai l'impression que la Vierge Marie participe dans la scission de l'Église catholique avec l'Église orthodoxe, à côté du Saint-Esprit. Mais en tout cas, leur position sur ces deux éléments... sur la Vierge Marie aussi. Ah oui. Je ne connais pas le schisme. Il y a quelque chose de la Vierge Marie du catholicisme romain qui fait que les femmes entrent par la petite porte de la sacristie, c'est vrai, mais elles entrent. Du reste, j'ai vu aujourd'hui, cette semaine, une revue, et puis Gal Emanek, comment ça s'appelle? C'est l'humoriste. Oui, l'humoriste. Gal, voilà, qui est juif, qui s'est converti au catholicisme. Il a dit, j'ai eu un coup de foudre pour la Vierge Marie. Et puis, je disais, mais c'est ce que je lis comme il faut. Et je trouve ça, et lui, vraiment, c'était... une espèce d'introduction dans la religion d'une femme. Oui, mais moi j'ai connu ça parce que mon grand-père était orthodoxe, parce que mon père était russe et ma grand-mère aussi. Mon grand-père qui était orthodoxe, il a fait toutes les sectes protestants parce qu'il était insatisfait de sa religion orthodoxe. Il a fini catholique et il me disait toujours, c'est à cause de la Vierge Marie, c'est l'éternel féminin. Ouais, c'est jamais, les hommes sont jamais castrés, c'est toujours la faute des femmes. C'est quand même très machiste comme discours. Non, mais il adorait la Vierge Marie, il trouvait que c'était... Ah, il le voyait positivement. Alors complètement, vraiment, il disait, c'est l'éternel féminin, la Vierge Marie. C'est pour ça que je suis catholique et je le resterai. Oui, et que contrairement justement à cette entrée dans la pensée et dans la symbolisation de la femme, contrairement à ça, justement, pour le clergé, il n'y a pas de femmes chez les catholiques romains. Et c'est ça qui est impressionnant, parce que chez les catholiques orthodoxes, ils peuvent se marier, en tout cas les hommes, pas les femmes, mais les hommes, pour les juifs, pour les protestants, etc. Mais les catholiques romains, pas du tout. Et pourtant, il y a la Vierge Marie. 7 Vierges Marie. Ils sont tous mariés avec la Vierge Marie.
Oui, mais bon, Comme Yann. ça donne des Comme les problèmes. nonnes sont mariées au Christ. Comme les. Les nonnes sont mariées au Ils sont Christ. mariés au C'est ça, Christ. c'est ça. Quel joli programme. Ça, il y a le débat du Saint-Esprit. Je crois que pour les catholiques, le Saint-Esprit vient de Dieu seulement, alors qu'en orthodoxie, il vient aussi du Dieu et de son Fils. Ah, c'est le et filioque, c'est cette histoire. De Filioque, Je sais pas, et du c'est- moment que la mère du Christ, c'est-à-dire qu'elle est aussi la mère du Saint-Esprit, elle prend encore une place plus importante et accessible aussi dans l'orthodoxie. Mais on est aussi dans une église qui est plus laïque et plus abordable comme culture orthodoxe aussi. En tout cas, La religion orthodoxe, c'est Ouais. plus laïque, vous dites? Mais la grecque, hein, Dans le parce qu'il y a sens où l'église vous grecque, êtes il y a l'église orthodoxe Vous êtes plus. orthodoxe grec. mais disons qu'il n'y a pas ces énormes bâtiments ni ces énormes statues. On est dans un Ouais. truc qui est beaucoup D'accord. plus... Et puis le prêtre, il est ami, il est dans Ouais. les maisons avec sa famille, il est très exposé. Mais c'est très différent l'orthodoxie grecque, de la russe, de la polonaise, c'est très différent. Mais dans tous, ils peuvent se marier. Sauf Oui, les les hommes, adultes, oui, oui, mais oui. pas les nonnes. Tu te souviens de Marcel? Ah, Les nonnes elles ne ne pouvaient pas se peuvent pas. marier. Mais les hommes, oui. Pour une fois qu'on parle de dissension ailleurs dans le monde psychanalytique, c'est quand même à souligner toutes ces bagarres dont on a parlé les autres fois. Mais maintenant j'aimerais t'entendre parce que là, on t'a entendu, mais, Ouais. Mais tu as fini parce que. mais je peux finir parce qu'il Oui. y a du Oui, temps, oui. on a Oui. beaucoup discuté. Non, je n'ai pas préparé grand-chose, donc j'interviens dans ton. Oui, Je te coupe tout le temps oui, pour c'est faire ça. des interventions. Mais bon, tu as parlé de la question de... Parce que je suis intéressé aussi dans tout ce développement des plusieurs événements qu'il a dit. Celui de l'orage, il y a eu celui de la première messe. Il y a eu quelques événements marquants dans... Alors je les ai pas tous à l'esprit parce il y a la tour, hein, le fameux. Je les ai pas tous à Celui de la tour, j'ai pas compris. Oui. Qu'est-ce que c'est que Mais cette... je sais pas, je suis pas revenue parce que j'ai lu il y a 2 fois aujourd'hui. Mais je pense qu'il n'a pas décrit, il s'est référé à cet Oui, événement, mais mais il n'a pas décrit. Ouais. Donc il fallait être un luthérien pour pouvoir comprendre Ouais. cet événement de la tour. Je peux poser une petite question. Cette histoire de Luder, le père de Martin Luther, c'est Hans Luder. Oui. Alors, Oui, et puis je crois qu'il a changé, d'après ce que j'ai lu, de patronyme quand il avait La Fontaine. je me souviens pas de l'avoir lu là. Est-ce qu'il en a parlé? Justement, Toi, je me souviens pas de. En effet, j'étais quand même interloquée par cette ressemblance de nom, mais comme j'ai lu très vite, j'ai pas remarqué qu'il fasse Non, allusion non. à ce changement Ok. ou à cette ressemblance de nom. Non, moi je me demandais s'il y avait une explication en dehors du livre. Ou, Non. Je me souviens pas qu'il ait parlé du changement de patronyme. parce que je me dis, voilà, il y a cette combat. Je peux pas m'empêcher, alors c'est un peu des élucubrations, mais on est là aussi pour ça, en disant, voilà, il se révolte contre le père, et puis il va jusqu'à poser un acte en changeant de nom. C'est peut-être du délire, ou peut-être que ça se faisait couramment. Ou... Alors, oui, c'est vrai que les noms, je pense que les gens ont changé peut-être. Et en plus, j'ai pas pu m'empêcher de. Alors, ça, c'est encore une autre élucubration, mais Das Luder, ça veut dire la garce. La garce en allemand. Et puis, comme dans le début du texte, il parle de. Il y a une des interprétations dont parle. Erikson cite différents auteurs, et puis selon un auteur inspiré de psychanalyse, il était très pris par sa pulsionalité.
Et puis la masturbation, Luther, donc enfin, voilà, bref. Oui, On met les choses un peu bout à bout. Là, je fais des petits liens un peu freudiens autour de trucs sexuels. Mais voilà, je me suis posé la question. Une autre chose aussi, ce sont les déclinaisons de l'analité. Parce qu'il revient beaucoup sur l'analité. Luther, il parlait souvent de ça. D'ailleurs, il avait des problèmes aussi digestifs. Et il parlait aussi des fesses comme synonyme de mépris, lorsqu'il montre la fesse au diable. La meilleure façon d'éloigner le diable, c'est de péter sur le diable. Et il y a tout un rapport entre le diable et l'analité. Je pense que justement dans la pièce de théâtre de Vuillot, il développe beaucoup cette question qui n'est pas seulement de l'analité, qui est toute la question digestive, c'est l'oralité et l'analité de Luther. Toute l'agressivité qui sort. Oui, c'est une agressivité anale. Là, on est vraiment dans une agressivité. Non, mais il y avait aussi une notion du corps qui était quand même étrange, où il disait qu'il n'avait pas faim, donc il était anorexique, mais il mangeait beaucoup pour que le diable n'ait aucun espace d'entrer dans son corps. Alors, donc il se goinfrait énormément pour qu'il n'y ait plus d'espace pour que le diable ne puisse pas entrer. Donc c'est quand même assez étrange ce délire. Du reste, je pense qu'il avait des problèmes de santé parce qu'il se goinfrait, il buvait beaucoup de bière. Oui, il était à la limite. Je pense que Erasme, il dit qu'il était alcoolique dans une référence à et en tout cas boulimique, il était. Mais il y avait un sens, c'est-à-dire qu'il disait qu'il mangeait beaucoup, qu'il n'avait pas faim, mais c'était pour occuper tout l'espace, pour qu'il n'y ait pas 1 millimètre de vide pour que le diable puisse entrer. Donc il aurait refusé de faire de la relaxation parce que le diable pourrait pénétrer dans son psychisme. C'est complètement fou. Il y avait cette histoire de corps compact, sans trou, n'est-ce pas? Parce que s'il y avait un trou, le diable pouvait s'immiscer. C'est quand même la psychopathologie assez familière. Oui. Dans le matériel de patients en analyse assez régressé, ça me surprend pas. C'est pas tous les jours que j'entends des trucs comme ça, mais ça me paraît assez la question du trou, la question du corps. La question du corps. La pénétrer. Ah oui. Mais c'est quand même étrange. Être envahi, oui, bien sûr, mais. Non, mais. S'il avait une représentation du diable comme complètement perçue. Oui, pour moi, ce qui m'a. C'était cette défense orale qu'il avait de remplir. C'est oral, et il passait à l'acte. Donc, moi, c'est vrai que dans la Bible, il y a énormément de passages qui indiquent que le diable va venir là où tu t'y attends pas, sur ton ignorance, on doit rester vigilant. C'est vrai que ça fait très peur et puis c'est ça qui parle beaucoup aux adolescents. Si je reviens à mon histoire des années 90, il y avait aussi cette idée très répandue que les satanistes cachent dans les chansons populaires des mots. Des mots-clés. Des mots qui vont hypnotiser. Qui induisent le diable, où tu deviens. Et que sans donc le vouloir et sans le savoir, en écoutant seulement cette musique qui te plaît alors que tu es adolescent, parce que c'était vraiment chez les adolescents que ça avait beaucoup pris, tu deviens sans le vouloir sataniste où tu pourrais accueillir le diable. Donc ça vous dit rien. Mais c'était les disques en vinyle à l'époque que si on les tournait à l'envers, on pourrait écouter le diable parler. Non, t'avais les images au cinéma par rapport à les images subliminales où tu influences l'inconscient et puis tu mets une pub de Coca-Cola. Puis ça, on en parlait beaucoup dans les années 90 de ça. 90, et donc c'était un phénomène qui a pris de l'ampleur, qui était vraiment sociétal et qui avait intimidé tous les adolescents. Oui. Là, on entre dans toutes les théories du complot et
et À de la la persécution, manipulation, que ça Ah, soit... Schreiber. Mais c'est pas complètement Schreiber. persécution. Cette histoire, Luther et Schreiber, oui, en Ouais. effet, hein. Mais par rapport à ces images-là, ces choses-là, et subliminales, il y a quand même eu des interdits, tout ce qui est des déplacements publicitaires. On pourrait plus voir dans un James Bond une pub pour Perrier, comme il y en avait eu dans un des James Bond. Tout ça avait une incidence, mais c'est vrai que c'est ça a très été délicat. interdit, la publicité subliminale. Maintenant, une autre caractéristique aussi de Luther, c'était cette alternance entre soumission et révolte. Oui. Il avait une tendance à la soumission très grande, et puis ensuite à la révolte. Et ça a été par rapport à tous, par rapport à son père, à commencer par son père, ensuite par rapport à ses maîtres, ensuite par rapport au pape, et finalement envers Dieu. Oui. Et peut-être pas finalement, mais aussi il était très révolté contre Dieu. Oui, alors ça, c'était le travail que j'ai fait avec Enal autour de la soumission et de la révolte. À propos de mon patient, et j'étais vraiment intéressée. C'est vraiment le point de vue d'Eric Erikson. Hein. C'est presque la marque la plus forte. Oui. C'est-à-dire une alternance soumission-révolte qui ne se résout pas, une ambivalence qui ne peut pas se résoudre et s'élaborer. C'est tout le temps, enfin, c'est tout le temps. Ça, c'est très, très frappant. Ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il mettait en rapport son intérêt pour la religion, ça j'ai eu plus de peine à saisir, et même sur l'aspect excessif qu'il a pris à la religiosité chez lui, il mettait en rapport avec le traitement qui a été infligé par sa mère. Parce que si son père était sévère, sa mère était encore plus dure, n'est-ce pas? Elle l'a battu jusqu'au sang, et il parlait beaucoup de ça, que c'était parce qu'elle avait volé une noix et elle l'avait battu jusqu'au sang. Et que ça serait un peu à l'origine de sa religiosité. Oui. Alors je ne sais pas si c'est la question de la justice. De l'amour peut-être. C'est peut-être la question de l'amour. Il parle aussi de tout le contexte aussi, par rapport au père qui travaille dans les mines, et puis toute la religiosité, les croyances, un métier très dangereux, donc il y avait toute une superstition. Puis il en parle dans les premiers chapitres où il parle de cette influence-là, ce contexte-là qui aurait eu une incidence. Je pense que c'est ça qui l'a mené un peu à cette religiosité ascétique. Quand ensuite il va critiquer, bien sûr. Mais il était préoccupé, je pense qu'il était quand même préoccupé, Erikson, à trouver la causalité. Et là, c'était Luther qui avait mis comme origine. Comme origine? Oui. De ça, il a mis en relation le traitement de sa D'accord, mère. mais je pense qu'Erikson aussi non était. Bon, alors, j'ai lu comme il y a un moment où il parle beaucoup du père et de la mère, excessivement. J'ai mis ça du côté d'Erikson, qui était préoccupé par la causalité des actes de Luther, qui était occupé par l'identité, puisque quand il compare à Hitler, qu'est-ce qu'Hitler avait enfin là, donc, cette identité, comment elle se construit, n'est-ce pas? Ça fait partie des digressions. Non, mais c'est l'intérêt d'Erikson, qui était quand même un spécialiste de l'identité. De la jeunesse. Et aussi dans la méthode de régression, parce qu'il parle beaucoup de régression. Et voilà, la régression qui était, je pense, dans le courant anafreudien, qui était très important. Je pense qu'il parle beaucoup de régression comme une espèce de À l'époque, tout le monde parlait de régression. Il y a tout un chapitre sur la... C'est vraiment Lacan qui a coupé avec cette question de régression. Donc, on sent voilà, sa formation à travers le récit, enfin, l'analyse qu'il essaye de faire de la jeunesse de Luther. Et on sent cette préoccupation, causalité, identité, régression. Parce que ces stades, forcément, on peut être un stade, peut régresser à un stade d'avant.
Tu voulais parler du rapport de Luther avec, sur la question du libre arbitre et du cerf. Alors, c'est vrai que c'est intéressant cette histoire de libre arbitre et de cerf arbitre. Hein. Tu veux dire quelque chose? Parce que j'ai... Non, moi aussi j'avais pensé lire de Stefan Zweig, d'Erasme, et puis j'ai cherché le livre dans ma bibliothèque, je ne le trouvais pas. Ensuite j'ai cherché dans la Pléiade pour voir, j'ai vu que dans la Pléiade, j'ai Stefan Zweig dans la Pléiade, mais j'ai vu qu'il n'y a pas les biographies dans la Pléiade. Et puis ensuite, je suis arrivé à la conclusion que tout simplement, je n'avais pas ce livre. Je pouvais le chercher tant que je voulais. J'ai eu l'illusion d'avoir ce livre. Alors je suis allé sur YouTube et là, j'ai vu toute une série de pasteurs et de prêtres qui parlent de cette relation, Ils sont un point de vue contraire l'un et l'autre. Ils ont un point de vue très différent. Oui, alors ce que je peux vous dire, si vous voulez juste, pour parler du... Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai lu le livre de Stefan Zweig, donc là aussi, on lit ça, c'est génial, mais après, il faut se souvenir, il faut pouvoir... mais peut-être que, donc, c'est Stefan Zweig, donc, sur Erasme, hein, l'humanisme et la renaissance d'Erasme, Luther et la réforme. Erik Erikson nous montre que Luther est passé complètement à côté de la Renaissance, ça doit être vrai. Lors de son voyage à Rome, de la partie artistique, il n'a rien vu de cette explosion artistique ça l'a pas en Italie. Il avait, alors Erikson dit un peu méchamment, c'est peut-être parce que c'est un paysan allemand qui n'était pas sensible aux grandes œuvres. Mal dégrossi. Donc il avait été envoyé à Rome par son monastère. Et ce sera décisif pour le tournant de Luther. Alors, d'après, voilà, donc, Erasme, humaniste hein, et pacifiste, et vraiment pris par ses idées humanistes, n'a pas pris position pour ou contre Luther, même s'il était assez d'accord avec Luther. Il ne voulait pas se mettre en porte-à-faux avec le catholicisme. Alors il a écrit le libre arbitre auquel Luther a répondu, le cerf arbitre, hein, qui est un livre que je voulais évidemment acheter, ça c'est moi j'ai une espèce de manie comme ça, mais il est épuisé ou très cher. Alors donc, non, tu le trouves dans la collection Folio. Je me demande si tu ne le trouverais pas à la bibliothèque cantonale et universitaire. Oui, alors ça c'est sûr. Je l'ai acheté en livre de poche. Et moi j'aime bien gribouiller les livres. Le cerf arbitre, j'ai pas. Tu l'as? Oui, je l'ai. Alors je l'ai presque amené aujourd'hui, mais je l'ai oublié. Et en livre de poche. Non, si tu veux, je veux le prendre. Non, mais il va revenir. Mais et il y a les deux, justement, le cerf arbitre et le libre arbitre d'Erasme. Et tu as lu un peu? Non, bien sûr que non, j'avais tout prévu. Et puis j'ai commencé à lire l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Et ça m'a dévié. Ça, c'est encore un autre chapitre. C'est vraiment intéressant tout ça. Hein, on ne s'arrête pas en semaine. C'est comme on comprend Erikson qui va dans toutes les directions parce que dans nos lectures, on est allé dans toutes les directions. Exactement. Alors, je vous lis un passage, si vous voulez, d'Erasme, d'accord, de Stefan Zweig, qui s'appelle, c'est le chapitre, donc ça c'est sur Erasme, mais il y a bien sûr un chapitre sur Luther qui s'appelle Le grand adversaire. Alors, je vous lis, j'ai sélectionné une ou deux pages. Parmi les lettres d'approbateurs et d'admirateurs qui encombrent le bureau d'Erasme, il en est une de Spalatin, le secrétaire de l'électeur de Saxe, datée du 11 décembre 1516, donc un an avant les fameuses 95 thèses. Voilà. Donc ce Spalatin lui fait savoir qu'il connaît un jeune moine augustin qui, tout en éprouvant pour lui, Erasme, la plus haute estime, ne partage pas son sentiment au sujet du péché originel. Il n'est pas d'avis de l'avis d'Aristote, à savoir qu'on est juste lorsqu'on agit avec justice. Il croit qu'on est juste que lorsqu'on est en état d'agir avec justice. Il faut tout d'abord, dit ce jeune moine, que l'individu soit transformé, les œuvres viennent ensuite.
C'est quand même assez intéressant. Il faut être C'est transformé. anti-intuitif cette question, complètement. Mais c'est magnifique. Ouais. Il faut qu'on soit transformé de l'intérieur pour être pur, c'est la pureté. Et pour qu'on puisse aimer purement, tant qu'on n'est pas, et de dire que c'est des œuvres ou bien des comportements justes, ça suffit pas. Donc il faut être transformé, ça c'est la position de Luther. C'est ce que dit Zweig, qui a beaucoup étudié aussi, qui a vraiment bossé. Et Calvin va beaucoup plus loin que Luther dans cette il cite, Zweig cite la lettre que Spalatin a écrite à Erasme. Il faut, dit-il, que l'individu soit transformé, les œuvres viennent ensuite. Non, mais c'est toute l'intériorité, la pénétration du psychique par une idée de pureté par un Dieu ou par un diable. C'est effrayant. C'est angoissant. C'est effrayant. Je prendrai une photo pour me gouverner de ce passage. Si tu veux. Ah, mais termine. D'accord. Mais il est tout connu. Non, mais c'est très bien. Alors, d'accord. Cette lettre est un document historique. C'est en effet la première fois qu'Erasme entend parler du docteur Martin Luther, car le moine en question, encore obscur à l'époque, n'est autre que lui. Donc en 1516, un an avant, il était obscur. Chose remarquable, l'objection de Luther touche déjà au cœur du problème qui fera plus tard des ennemis de ces deux grands paladins de la Réforme, donc Erasme et Luther. C'est vraiment un bouquin génial. Hein. Enfin, moi, j'ai adoré. Bon, il faut dire que Zweig est vraiment formidable. Voilà. Et puis, je peux lire, je vais te le passer, je vais lire page 112, un autre chapitre, un autre passage. Du jour au lendemain, le nom de Luther, à l'égal du nom d'Erasme, est cité partout comme celui du plus ardent défenseur de la liberté théologique. Avec un instinct génial, cet homme bientôt populaire a touché le point sensible, l'endroit précis où le joug de la curie blesse le plus douloureusement le peuple allemand. Il s'est attaqué aux indulgences. Il n'y a rien qu'une nation supporte plus malaisément que le tribut imposé par une puissance étrangère. Pour l'Allemagne et pour les... C'était une puissance étrangère, alors que c'était le Saint-Empire romain germanique. Oui, c'est ça, c'est pour ça que... C'était des étrangers. Là, on est dans le politique. Ah oui, mais le politique, c'est plus que le politique, à mon avis. C'est aussi l'identité, la reconnaissance, enfin, il me semble. Oui, mais les politiques et culturelles vont ensemble. Il était très nationaliste. Oui, c'était une période de nationalisme et d'origine même des nations. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça touche, il touche sur un point de théologie, etc. Mais finalement, ça touche sur la région comme outil de pouvoir pour imposer ces hommes ailleurs. C'est pour ça que j'ai dit que c'est politique. C'était extrêmement important pour le prince allemand, cette question. Ça veut dire il utilisait, il s'appuyait sur la théologie pour pouvoir justifier la séparation de l'Allemagne on connaît ça, de l'Empire romain. Ça nous parle quand même aujourd'hui. Mais par contre, l'autre aspect politique, justement, de lutter contre le joug, la féodalité, et puis avoir une émergence, quand on parle des guerres des paysans, je crois que c'était aussi des bourgeois, enfin ça réunissait pas mal de gens, des classes émergentes qui luttaient pour. Oui. Ça a été complètement balayé par contre. Ça a été balayé par quoi? On aurait très bien pu imaginer que la réforme religieuse amène aussi une réforme de classe et puis qu'il y ait une alliance. Les bourgeois mettront quelques années à y arriver. Mais c'était vraiment dans l'époque. En France, c'est 1789. Il leur faudra 200 ans. Mais c'était le début, non? Enfin... oui, je pense. Alors, le passage, je suis, juste ce passage, après je m'arrête, et Luther, par son attitude, les indulgences, et Luther, par son attitude résolue, fit éclater cette crise. Rien ne démontre plus clairement que ce n'est pas le blâme d'un abus qui est décisif, au point de vue historique, mais bien l'expression donnée à ce blâme. Erasme et les autres humanistes avaient eux aussi exercé leur verve contre les indulgences, ces exemptions de purgatoire, mais la raillerie et l'esprit de Erasme et des autres ne peuvent que désagréger. Ils sont incapables de susciter des forces nouvelles
en vue d'une action créatrice. Luther, au contraire, nature dramatique, peut-être la seule vraiment dramatique de l'histoire allemande, dit Zweig, par une sorte d'instinct primitif, sait s'emparer d'un sujet avec l'énergie voulue, la rage, la colère, je ne sais pas, peut-être plus que l'énergie voulue, et se faire comprendre de tout le monde. Dès le début, il possède le génie d'un conducteur de foule. C'est bien parce que vraiment, Zweig adore Erasme, il se sent proche en tant que pacifiste, tout ça, mais il est suffisamment subtil et intéressant, il est assez génial, je trouve, ce Zweig, pour dire c'était bien beau ces histoires d'Erasme et des humanistes, mais en fait, c'était des pacifistes, ils étaient totalement utopiques et inutiles, enfin, ils servaient à rien, ils ont eu rien du tout, c'était des mots. C'est quand même pas mal. En politique, la colère, elle est plus efficace que, peut-être, que la foi. Et puis un Allemand un peu qui a pris les trucs en main. Non, mais voilà, je pense qu'on peut terminer sur Zweig qui est... Oui. Ok. C'est formidable. Alors, merci beaucoup. Merci à vous.